Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette session. On est vraiment désolé, on a un petit peu de retard. En fait, on attend encore un des intervenants qui nous rejoindra probablement un peu plus tard. Donc, en attendant son arrivée, je pense qu'on va pouvoir commencer cette session. Cet atelier en fait sera intitulé donc développer son projet entrepreneurial, mode d'emploi. Le but de cet atelier, c'est de discuter donc, autour du sujet de la création d'entreprise. Je pense que comme vous le savez tous, la création d'entreprise, c'est un processus qui peut être long, qui peut être fastidieux, qui peut représenter beaucoup de difficultés. Comment trouver son partenaire, comment trouver du financement, comment surmonter les difficultés liées au business ou à la géographie. Donc voilà, beaucoup de difficultés qui sont liées en fait à la création d'entreprise. Et donc pour y répondre, nous avons fait appel donc du coup à des intervenants qui sont tous passés par là, qui sont tous en fait des entrepreneurs qui ont créé leur entreprise, donc qui ont su surmonter ces difficultés-là et qui vont pouvoir nous partager aujourd'hui leur expérience et voilà leurs connaissances. Donc, pour les présenter, déjà honneur aux dames. Je pense que je vais commencer par Noëlla et Katia. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes toutes les deux cofondatrices du coup de Fresh Africa. Donc, Fresh Africa qui est une start-up de food tech. Donc, qui a pour ambition donc, de réduire les inégalités entre le Nord et le Sud en mettant en œuvre donc, en construisant en fait des filières durables et responsables de produits tropicaux. C'est bien ça? C'est bien ça, c'est très bien résumé. Ok, ça marche. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre. Nous avons ensuite donc Fabien Elio. Donc, bonjour Fabien. Bonjour. On a réveillé à 5 heures du mat, le pauvre, puisqu'il nous rejoint depuis le Chili. Donc, mais voilà, il a l'air en forme pour répondre à cet atelier. Donc, Fabien, qui est un ancien du lycée franco-bolivien, Alcide de Orpigny. Donc, en fait, on est fondateur de Proud Consulting, qui est en fait une boîte de conseil spécialisée en acquisition, cession et financement d'entreprises. Et tu es également cofondateur de Prisma Frances, qui est un écosystème d'entrepreneurs français et francophones au Chili. Exactement. Merci beaucoup pour cette introduction, Gilles. Merci à toi de nous rejoindre et du coup de partager ton expérience avec nous. Et enfin, donc Francisque Le Bruni, qui nous rejoint depuis Chennai en Inde. Donc Francis, tu es entrepreneur, investisseur aussi. Donc, tu as plusieurs années d'expérience dans la vente, dans le pilotage d'entreprises de e-commerce. Et en fait, aujourd'hui, donc tu es en partenariat avec un fonds d'investissement Super Capital, je crois, si je ne me trompe pas. Exactement. Ouais. Et donc, qui investit dans les startups web. Et c'est ça. Ouais, on investit dans les startups web et en fait, on investit partout dans le monde. Nos investissements sont concentrés à 80% en France et le reste, c'est partout dans le monde. Et moi, je suis ici en Inde pour développer l'activité du fonds, en fait. D'accord. Voilà. Ok. Écoute, merci beaucoup d'être là. Et il y a Loïc qui nous a rejoint. Tu es en mute, Loïc. Je disais ce flux sportif, mais j'y suis enfin arrivé. Bonjour à tous et à tous. Bonjour, tu es arrivé pile au bon moment, tu vois. En fait, tu avais calculé ton coup pour arriver pile quand on finissait avec Francis. Donc, Loïc, qui est, je dirais, le monsieur multitâche, multicasquette, puisque tu es à la fois banquier d'affaires, juriste d'affaires, afro-capitaliste, investisseur et fondateur de Arias Investment. Et sportif aussi. Et sportif aussi, voilà. Donc, je ne sais pas combien de casquettes tu mets. On va choisir celle la plus appropriée pour l'événement. Sinon, je vous fais faire des pompes. Ah ouais. Non, en plus, Fabien, il est 5 heures du matin chez lui. Donc, je pense que les pompes dès le matin, ça va être un peu compliqué. Ah ben, c'est ma routine, pourtant. Mais bon, allons-y. Donc, toi, donc là, aujourd'hui, tu représentes donc, Arias Investissement. Donc, en fait, c'est une société de conseil financier basée au Congo.
C'est bien ça. Et donc, du coup, tu aides, donc tu conseilles des acteurs privés ou publics dans tout ce qui est projet de structuration ou d'investissement dans des domaines tels que l'énergie ou les infrastructures. Exact. Ok, parfait. Bah, écoutez, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Pour entrer dans le vif du sujet de cette session, donc, qui est dédiée à développer son projet entrepreneurial, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est que de vous passer la main à tour de rôle l'un après l'autre, pour que vous puissiez nous partager déjà votre activité un peu plus en détail que ce que j'ai pu faire là, et surtout mentionner les difficultés que vous avez pu avoir, notamment lors de la création de l'entreprise et comment vous les avez surmontées. Donc, écoute, Loïc, comme tu es le dernier, tu as la tâche de commencer. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer devant vous et devant tous ceux qui nous regardent. Donc, comme Gilles l'a dit, je suis Loïc Makosso, je dirige Aries Investissement et concrètement, nous accompagnons nos clients qui sont des entreprises domestiques ou internationales dans la structuration et le financement de leurs investissements. Alors, Aries, j'ai eu l'idée de monter Aries, j'avais à l'époque 25 ans, aujourd'hui j'en ai 43. Et chemin faisant et enrichi de mes diverses expériences, j'ai créé Aries en 2011, mais nous sommes réellement opérationnels depuis 2014-2015. Alors, je n'ai pas eu de difficultés particulières lorsqu'il s'est agi de créer l'entreprise. C'est une formalité administrative que l'on fait auprès de l'administration. Et pour être honnête avec vous, quand j'ai commencé Aries, je n'avais que mon ordinateur et une imprimante. Les bureaux, c'est un ami qui me les a mis à disposition. Donc, je n'ai pas de besoin particulier en termes de financement. Et par la suite, effectivement, grâce aux contrats que nous avons pu avoir, grâce aux rentrées d'argent que nous avons pu avoir, cela nous a permis de financer notre activité, c'est-à-dire le fonds de roulement déjà, donc avoir une enveloppe suffisante qui nous permette de gérer toutes nos charges, mais également, entre-temps, l'entreprise s'est enrichie de nouveaux collaborateurs. Donc, effectivement, il a fallu qu'on se constitue un trésor de guerre pour pouvoir gérer nos charges, principalement. Donc, c'était tout ce qui est Internet, salaire des collaborateurs, etc. Et bon, ça nous a pris du temps. Ça nous a pris du temps quand même pour être, on va dire, solide aujourd'hui. Et donc, Aries a été principalement financé grâce à son chiffre d'affaires, grâce aux revenus que notre activité a généré. Nous n'avons pas, pour l'instant, enfin, notre activité n'exige pas que nous obtenions un crédit bancaire pour pouvoir avoir des financements. Et donc, aujourd'hui, elle est principalement financée par son activité elle-même. C'est de l'autofinancement. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Fabien? Oui, donc très vite sur mon parcours peut-être et comment j'en suis arrivé à l'entrepreneuriat. Moi, j'ai fait donc lycée français en Bolivie, prépa économique et commerciale en France, ensuite école des commerces, l'ESCP entre 2006 et 2010, et ensuite une carrière très traditionnelle pour une école de commerce. J'ai fait de la banque et ensuite la banque en France et ensuite KPMG, le cabinet KPMG au Chili, dans le conseil, notamment en finance d'entreprise et en particulier dans le conseil en acquisition et vente d'entreprise. Après une bonne 11 années d'avoir fait carrière dans ce type de structure, je pense que c'est une excellente formation, mais bon, les longues carrières là-dedans, faut vraiment les vouloir. C'est vraiment, voilà, faut le sentir. C'est très éprouvant en fait. Oui, et puis en fait, il y a des gens qui aiment ça et qui savent très bien le faire. Ça devient politique, ça devient bref. Et il y en a d'autres comme moi où on en souffre. Et donc c'est là, je me suis dit, tiens, j'aime bien ce que je fais comme activité, comme domaine, mais je voudrais peut-être le faire où c'est moi qui prends les décisions, où ça ne va pas prendre encore une vingtaine d'années pour que je puisse prendre moi les décisions sur comment on fait. Donc j'ai décidé de monter mon propre cabinet
de conseil en finance d'entreprise. Et naturellement, je me suis orienté vers le conseil en achat, vente d'entreprise. C'est ce que je pense qui occupe aujourd'hui à peu près 2/3 de mon temps. Et c'est 2/3 à peu près des clients de Pro Consulting. Et en termes des difficultés sur ce projet entrepreneurial, je dirais, comme moi, comme Loïc, excusez-moi, je pense que voilà, moi, j'ai pas, dans ce type de projet entrepreneurial, c'est pas la levée de fonds qui est un problème ou le financement de l'entreprise. En revanche, moi, je dirais, c'est peut-être quelque chose qui va parler à d'autres entrepreneurs, une difficulté, c'est le début, les premiers mois, quand on ne sait pas exactement si ça va marcher, où est-ce qu'on va, et on a peut-être tendance à vouloir regarder, faire des mouvements stratégiques brusques pour changer les choses, et on se pose la question si notre projet tient la route ou pas. Et voilà, je vous dirais, pour moi, la grande difficulté a été peut-être essayer de rester focus sur une idée, sur un plan, même si voilà, j'ai hésité, j'ai essayé de voir, de faire des petites tentatives de pivot très tôt, des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas trop marché. Et cette histoire, je pense, c'est un peu cliché, mais c'est très vrai, je trouve, cette histoire de résilience, de vraiment de dire, voilà, c'est dur, mais il faut y aller, il faut tracer. Je pense que de mon côté, c'est la plus grande difficulté dont je voudrais vous parler. Merci. D'accord. Merci, Fabien. Noëlla et Katia. Gilles, tu veux qu'on commence par quoi? Par le parcours? Oui, le parcours, décrire votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené en fait à créer votre entreprise et surtout comment en fait vous l'avez mis en place et les difficultés que vous avez rencontrées? Très bien. Donc, en termes de parcours, moi, j'ai un MBA en marketing digital et Katia a un master en droit des affaires. D'accord. Et donc, ça, c'est notre parcours. En sachant que Fresh Africa, en fait, c'est notre deuxième aventure entrepreneuriale. Précédemment, nous avions une agence de communication créative, en fait. Et là, c'était... on va dire, cette idée, ce projet-là était initialement lié à mon parcours à moi, qui est parce que j'ai un parcours MBA, un MBA pardon, en marketing. À côté de ça, j'ai un profil très créa aussi, donc photographe, vidéaste, etc. Donc cette agence-là, initialement, c'était lié à mes appétences. Donc pendant une dizaine d'années, on a évolué dans le monde principalement artistique, même si on avait des clients un peu partout, que ce soit dans la politique ou je sais pas, par exemple, dans l'associatif, le secours catholique. Mais nos plus gros clients, quand même, étaient dans le monde de la culture. Donc, on a beaucoup travaillé avec des maisons de disques. Et donc, on a fait ça une dizaine d'années, jusqu'au moment où on s'est dit que, en fait, on avait besoin de créer quelque chose qui avait du sens, en fait. C'est bien d'être dans la culture, l'entertainment, comme on dit, c'est bien, c'est très bien, mais qu'est-ce qu'on laisse, en fait, qu'est-ce qu'on laisse derrière comme trace? Et voilà, on avait besoin de quelque chose avec du sens, en fait, tout simplement, du sens. Et c'est là que la partie Katia prend le relais, parce que notre binôme, ça fait une dizaine d'années qu'on travaille ensemble, en fait. Okay. Et tout ce que l'on entreprend est intrinsèquement lié à personnalité. Voilà, nos personnalités, nos appétences et notre vision, en fait. Et c'est là que les appétences de Katia prennent le relais, parce que madame, en plus d'être juriste d'affaires, elle a un CAP en cuisine, en fait. Et c'est comme ça que Fresh Africa commence à se dessiner. Et elle en parlera mieux que moi. Tout simplement, en fait, comme elle disait, donc passionnée de cuisine de base, je pense que je cuisine depuis toute petite, depuis que j'ai l'âge de 12 ans environ. Et dans le parcours qu'on a ici, donc on grandit avec des parents qui, tous les jours, cuisinent des produits de chez nous, entre guillemets, et tu vois la pénibilité qu'ils ont à aller récupérer ces produits. Tu vois que quand tu fais des allers-retours entre là-bas et ici, ils n'ont pas du tout le même goût, c'est pas du tout le même aspect, c'est pas du tout la même qualité. Et à un moment, tu te dis, tu es passionné d'entrepreneuriat et tu te dis que
c'est peut-être quelque chose, un problème que tu peux réparer en contactant toi-même des producteurs et qui te fourniront des produits comme tu aimerais les manger. Finalement, j'arrive sur un site agro en fait qui fait que ça, qui met en contact les grossistes entre eux. Ouais. Impossible de tomber sur des producteurs eux-mêmes. Je tombe tous sur des courtiers, soit libanais, soit chinois, de tous les pays, ce que tu veux, mais pas d'Africains. D'accord. Finalement, de là, tu commences à chercher un peu comprendre pourquoi. Tu vois que derrière, il y a une grosse opacité parce que il y a les prix qui sont mal négociés, des enfants qui travaillent sur les champs, de l'esclavage moderne, etc. Et tu te dis, bah, c'est chez nous. Nos grands-pères, bizarrement, en fait, nos deux grands-pères étaient des anciens agriculteurs et on sait comment est-ce que ça fonctionne un peu le village parce qu'on y allait, on passait nos vacances là-bas et que c'est pas si compliqué que ça et bah, du coup on se dit bah, on va y aller, on va aller chercher directement les produits. Donc ça donne in fine Fresh Africa qui est quelque chose qui évolue au fil à mesure du temps et on avait une idée assez précise de ce qu'on voulait faire. On savait aussi comment est-ce qu'on voulait que ce soit grand. C'était quelque chose qu'il fallait faire par étapes et petit à petit, bah, on est arrivé à avoir une idée qui finalement vient un peu revoir le mode de transport et de consommation de ces produits-là en fait. Voilà, parce que ce qu'on n'a pas précisé, c'est que nous sommes basés en France en fait, et donc c'est comme tu le disais si bien Gilles au début, c'est quand tu résumais, c'est important en fait, c'est le fondement même de la mission de Fresh Africa, ce pont entre le Nord et le Sud. Donc, pour revenir au projet, c'est vraiment la construction d'une supply chain, donc d'une logistique qui est vertueuse et durable entre l'Afrique et l'Europe, dans les deux sens même, de produits ultra frais. Et donc, dans ça, contrairement à ce que l'on trouve ici, on ramène la transparence, la transparence, la traçabilité. Tu parlais de tech tout à l'heure, on a inclus la blockchain en fait, qui va nous servir, on s'appuie dessus pour cette transparence. Et donc en réalité, ce qu'on est en train de faire, on est en train de disrupter en fait ce marché-là, tout ce qui est logistique. Et donc ça veut dire quand tu disruptes un marché, tu construis tout. Et donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, de reconstruire toute cette chaîne logistique. Et on va pas dire que tu parlais tout à l'heure des difficultés. Je vais pas dire que c'est une difficulté dans le sens où on a vu qu'il y avait un manque. Donc en fait, l'essence même de la startup, c'est de résoudre un problème. Il y a un problème, normalement il y a un vrai problème, et toi tu apportes une solution à ce problème-là. Et donc le problème, c'est on a des produits qui ne sont pas de qualité. On a une logistique, enfin, on n'a pas d'infos, c'est qu'on a une opacité et on a une logistique qui est un peu archaïque. Et donc, tout ça, on est en train de faire, digitaliser la logistique, travailler le sourcing, tu vois, même, et surtout, rapporter l'impact, en fait. Donc, si tu permets, Noëlla, si tu veux, on pourra justement garder tous ces éléments-là parce que je sais que, voilà, il y a... tu as beaucoup à dire sur le sujet et je pense que ça va intéresser pas mal de monde. Moi, je voulais juste poser une petite question avant de passer la main à Francis. Est-ce que vous, ça a été comme Fabien et Loïc, vous êtes parti d'un financement par vous-même ou est-ce que vous êtes passé par le financement de banque ou est-ce que vous êtes appuyé sur l'activité que vous aviez précédemment pour lancer Fresh Africa? La startup, ça fonctionne toujours comme ça. C'est souvent 1, 2, 3 individus qui commencent tout seuls, donc souvent en fonds propres. C'est ce qu'on a fait. Après, nous, on est dans l'univers de la startup, donc ça veut dire qu'on a eu, par exemple, des financements de la BPI, alliés avec la French Tech. C'est ce qui nous a permis d'avancer jusqu'à maintenant. Et après, la prévision, c'est d'aller monter un peu l'activité un peu seul, un peu comme Loïc. Et puis, une fois que tu as des résultats, aller chercher une levée de fonds derrière. D'accord, ok. Merci. Francisque, ouais. Je passe la parole. Merci Gilles. Ouais. Donc sur le parcours, moi je suis un ancien des lycées de Brazzaville et de Madagascar. Ensuite, j'ai fait l'école de commerce de Montpellier. Ensuite, j'ai eu des expériences professionnelles. J'ai été à Saint-Martin où j'ai fait de l'import-export. Et après ça, j'ai été au Bangladesh, à Dhaka, où j'étais attaché commercial en ambassade. Mais j'ai toujours voulu créer mon entreprise, en fait.
Donc, je suis retourné à Paris en 2004 et j'ai créé ma boîte avec un ancien du lycée français de Tananarive, Loïc Coan. Et on a créé un site e-commerce en 2004 quand pas grand-chose existait sur Internet. On a galéré pendant 2 ans avant de trouver notre marché. Donc, les difficultés, c'est d'une part trouver son marché, trouver la traction. Je pense que c'est important d'avoir une bonne traction quand on est un entrepreneur. Il faut savoir être focus aussi, parce que quand on est entrepreneur, on a plein de choses à faire, on est partout, on est au four et au moulin. Il faut savoir se focaliser sur les bonnes choses, ça c'est très important aussi. Et puis la dernière difficulté que tous les entrepreneurs rencontrent, je pense, c'est le financement. Moi, j'ai développé et géré l'entreprise pendant 13 ans, puisque je l'ai revendue en 2017. Et c'est vrai que la partie financement, on a toujours été autofinancé. On est parti avec 7 500 € et on l'a développé jusqu'à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires sans faire appel à du financement extérieur. Et je pense que c'était quand même un challenge de faire ça à l'époque. La partie financement, effectivement, c'est très important. Nous, on a fait appel à du financement bancaire avec des crédits campagne auprès des banques et avec des crédits long terme aussi. Mais c'est un vrai combat. Il faut aller chercher l'argent auprès des banques. Il faut défendre son Et vous les avez eus? On les a eus. Mais ensuite, quand tu as les crédits, il faut les rembourser aussi. Donc, c'est aussi un autre challenge. Et il faut grossir aussi. Donc, c'est un autre challenge. Nous, on a réussi à se développer. On a eu des boutiques à New York, une boutique à Londres et une boutique au Canada. Tout ça en autofinancement. Et j'ai revendu l'entreprise en 2017. Et comme je te disais tout à l'heure, depuis, je fais de l'investissement. Et j'ai rejoint un fonds d'investisseurs. Un fonds d'investissement, c'est un fonds d'entrepreneurs en fait. On est 1500 entrepreneurs à investir dans les startups. Et moi, je suis en Inde depuis 1 an et demi pour développer l'activité du fonds ici en Inde. On a investi dans 11 startups dans la région et on va continuer. On met des tickets compris entre 30 000 € et 300 000 € dans chaque startup. Voilà. D'accord. Ok. Merci à tous pour votre intervention. Je prends juste 30 secondes pour dire aux participants qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions dans la section chat. Alors, on a une première question de Adjian Sonia qui, en fait, demande comment avez-vous fait pour vous lancer seul? Donc, c'est une question pour tout le monde. Je pense que c'est sur les aspects aussi bien financement, aussi bien accompagnement et surtout comment vous faites pour consolider votre business plan. Parce que ce que tu disais, Fabien, tout à l'heure, que lorsque l'on a les premières difficultés, on a souvent tendance à vouloir switcher de stratégie. La question, c'est de se dire, à quel moment est-ce qu'on reste sur la même stratégie? À quel moment est-ce que celle-ci est pérenne ou est-ce qu'il faut complètement changer? Et ça, c'est d'autant plus compliqué à faire, je pense, quand on est tout seul. Je ne sais pas si… Alors, je peux répondre? Oui, c'est une question ouverte à tout le monde. Ok, alors donc, comment on fait pour se lancer seul? En fait, on y va, tout simplement. Faut pas avoir peur, hein. Je veux dire, c'est un challenge, c'est comme sauter d'une falaise sans parachute. Mais je crois que tous ceux qui sont sur ce forum ont connu les mêmes émotions, c'est-à-dire que vous avez peur, mais vous êtes au bord de la falaise et vous vous dites qu'est-ce que je fais? J'ai pensé à ça pendant X années et en tout cas en ce qui me concerne, je déteste avoir des regrets. Et donc je me dis bon, ok, j'y vais et puis on verra ce qui va se passer. Moi, quand je me lance, j'ai un crédit immobilier sur la tête, mon fils vient de naître. Et ma femme me dit, mais attends, c'est maintenant que tu as tout ça, que tu veux te lancer. Je dis, oui, mais si je ne le fais pas maintenant, tu me diras d'attendre qu'il aille au lycée pour que je me lance. Quand il ira au lycée, j'aurai 50 ans. Je pense qu'à 50 ans, j'aurai envie de faire autre chose que de courir après des clients. Donc oui, je me suis lancé, mais il faut apporter un bémol à tout ça. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est impossible. À un moment, vous ne pouvez pas être, c'est comme dans un restaurant, vous ne pouvez pas être celui qui accueille les clients, celui qui met la table, celui qui sert les plats, qui débarrasse et qui, de temps en temps, quand il peut, il en cuisine. À un moment, il faut mettre en place une organisation. Et notre challenge, justement, ça a été de mettre en place une organisation. Très rapidement, donc, j'ai réussi à convaincre un ami qui est également mon beau-frère de devenir associé. Et donc, aujourd'hui, Régis Matondo, c'est son nom, c'est mon associé. Nous travaillons ensemble et nous nous sommes répartis les tâches au niveau d'Ariès. Je peux vous dire que ça aide parce que le faire tout seul, c'est pratiquement impossible. Parce que vous allez faire beaucoup de choses, mais vous ne les ferez pas bien. Donc, on peut se lancer seul parce qu'il faut affronter ses peurs, mais très rapidement, il faut être accompagné, être ensemble, être à plusieurs, pardon, pour pouvoir réussir son challenge.
Et nous, on a galéré pendant plusieurs années quand même, avant que des clients nous fassent confiance. Je me souviens que le premier client qu'on a eu, il nous a payé 600 €, 400 000 francs CFA. On va pas très loin avec ça. Mais par la suite, on a eu de gros clients, on a fait de très belles opérations. On a notamment été conseil du concessionnaire des aéroports du Congo. C'était un financement à 27 millions d'euros. Donc, oui, voilà, on a fait de bons chiffres. Mais par contre, un dernier conseil, quand vous faites de gros chiffres comme ça, il faut éviter de succomber à la l'ivresse de l'entrepreneur. C'est que vous avez de l'argent qui arrive tout d'un coup comme ça et vous vous prenez pour le maître du monde. Alors là, quand vous faites ça, très rapidement vous tomberez et difficilement vous vous releverez. Donc bon, nous on a fait des erreurs quand même. Fort heureusement, nous ne sommes pas morts, mais on a appris de nos erreurs pour ensuite mieux gérer notre trésorerie parce que le challenge justement, c'est de gérer sa trésorerie et de tenir pendant les périodes de vache maigre. Ça, c'est le challenge. Et donc aujourd'hui, on l'a réussi. Je vis d'Ariès, mon associé vit d'Ariès, nous payons nos collaborateurs régulièrement, nous n'avons pas de dettes, etc. Donc, pour l'instant, tout va très bien. Et je croise les doigts pour que ça. Je vois que Noëlla acquiesçait à ton propos, comme tu disais, parler des périodes de vaches maigres. Ah oui, hein, ça c'est… quelque chose que tu as connu aussi ou... En fait, j'acquiesçais depuis le début au propos de Loïc, dans le sens où, quand il disait cette question de se lancer seul, nous on a la chance, c'est vraiment une chance d'être deux. Et ce qui nous a permis très tôt de répartir les tâches. Et une fois de plus, Katia est la CEO, elle s'occupe aussi de tout ce qui est partie légale, juridique, etc. Moi, je suis CMO, forcément, tout ce qui est marketing et tout. Et on a monté une équipe et c'est important, l'équipe. C'est bien l'idée, mais l'exécution est encore plus importante, quoi. Donc, ne pas avoir peur, même si la question de l'association, de trouver un associé est assez délicate quand même. C'est faut prendre le temps pour ça, de trouver le bon associé. Mais en attendant, ça n'empêche qu'on peut monter une équipe avec des expertises sur certains points et les déléguer. Donc ça, c'est la partie association. Est-ce que tu veux compléter? Non? Ok. Et, si je peux, excuse-moi Noëlla, oui. Je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. Trouver un associé, effectivement, c'est un challenge. C'est comme trouver son mari ou sa femme. Hein. Je veux dire, c'est pas le premier venu ou la première venue qu'on épouse. Moi, j'ai testé des solutions et le plus dur, c'est en fait, vous avez la vision, vous êtes convaincu de ce que vous faites. Et maintenant, il faut que l'autre y adhère. Et en ce qui me concerne, j'ai dit à Régis, écoute, moi, j'ai pas d'argent. J'ai rien pour te payer. Donc, si tu viens, on s'associe, on gagne de l'argent sur le partage. Mais t'associer là pour te dire qu'après X mois, je dois te donner de l'argent, ça marche pas. Donc, le challenge d'un entrepreneur, c'est déjà d'avoir sa vision, la maintenir et la partager. C'est comme ça que l'on crée de la valeur de manière durable. D'accord. En gros, effectivement, comme dit Loïc, pour moi, l'associé, Noëlla, c'était comme si c'était ma première cliente. C'est comme si j'avais eu une idée, une vision. Et en fait, le pire même, c'est qu'elle m'a dit non au début. Hein. Donc, ça veut dire que c'est pas parce qu'on travaille ensemble qu'elle est venue travailler avec moi sur ce projet. D'abord, je lui ai présenté sous forme de PowerPoint, etc. Elle m'a envoyé balader. Donc, dès le moment où j'ai réussi à la convaincre, c'est un peu comme si tu avais le premier client. En fait, il y a quelqu'un qui croit en ton projet. Et cette personne, elle y croit tellement qu'elle est prête à abandonner, comme disait Loïc, son niveau de vie, se mettre dans la galère avec toi, te challenger quand il faut, parce que avoir quelqu'un qui a envie de se disputer avec toi parce que vous n'êtes pas d'accord sur un point, etc., il faut aussi la trouver, cette personne-là, parce que l'association, c'est souvent, des fois, on se challenge, on n'est pas forcément d'accord sur les mêmes points, elle aimerait le faire peut-être de manière plus créative, moi, c'est peut-être de manière un peu plus business. Il faut trouver à chaque fois des compromis, donc il faut trouver la bonne personne, la personne qui accepte des fois de pas dormir parce que il y a une idée qui la travaille, etc. Oui, et de toujours être en train de travailler autour de… C'est ça, donc ça peut pas être vraiment n'importe qui. Et comme dit Loïc, pour moi, c'est pareil, on est mariés. Parce que c'est… avec ta femme, tu ne divorces pas, Gilles, tu ne vas pas divorcer facilement. À chaque fois qu'il y aura un problème, tu vas essayer de le régler. Dans l'association, il faut trouver cette personne avec qui tu arrives à régler aussi les problèmes. Les différents conflits. Ben, nous, on se chamaille tout le temps. Et Francis, vous partagez la même vision. Parce que je sens que là, le débat se lance entre Loïc et… Oui, je partage la même vision. Et sur ce que disait Loïc, c'est-à-dire sur le côté
en entrepreneuriat, on dit souvent cash is king, donc c'est très important d'avoir la trésor pour tenir dans les mauvais moments, notamment là, on l'a vu dans les moments de Covid. Je pense que ça a donné des leçons à tout le monde. Donc, il faut avoir la trésor. Et sur le côté accompagnement, c'est vrai qu'entreprendre à deux, c'est quand même plus facile. Mais forcément, il faut avoir un alignement des intérêts et un alignement de la vision, parce que sinon, c'est compliqué. Oui, ça devient plus compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Et aussi, il faut être bien accompagné. Moi, je sais que chaque semaine, j'avais et le comptable et l'avocat au téléphone. Il faut avoir un bon avocat et un bon comptable. C'est très, très important. Et sur le comment commencer petit, je pense qu'aujourd'hui, notamment avec Internet, on peut commencer tout petit en testant des idées. On peut tester plein d'idées. J'aime bien cette expression test and learn, en fait. Avant de se lancer et avant de grossir. Et Internet nous donne cette possibilité. Donc, on peut commencer tout petit sur Internet et valider l'idée comme ça et ensuite grossir. Il faut savoir rester frugal avant de grossir, en fait. D'accord. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, mais alors toi, dans ton cas, tu es dans le secteur, enfin, tu as été dans le secteur du e-commerce, initialement, donc je pense que du coup, ça te parle beaucoup plus facilement. Mais pour des gens qui ne connaissent pas, est-ce qu'il y a des plateformes? Comment, concrètement, si j'ai une idée et que je veux la tester, comme tu dis, en me servant d'Internet, comment je fais ça? Alors oui, il y a plein de plateformes, notamment e-commerce. Je pense à Shopify aujourd'hui, qui est utilisé par des millions d'e-commerçants. Ou sinon, il y a aussi Amazon aussi, qui permet de vendre en ligne. Et il y a de multiples sites qui permettent des solutions e-commerce et qui ne sont pas très chers. Donc, moi, quand un e-commerçant veut se lancer, aujourd'hui, je lui dis d'aller soit vers Shopify, soit tester son idée sur Amazon. D'accord. Ok. Donc, oui, c'est pas plus les réseaux sociaux. Enfin, aujourd'hui, on a Instagram. Moi, à mon époque, il n'y avait pas Instagram. Quand on s'est lancé, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Facebook, qui permettent aussi d'avoir une visibilité énorme, quoi. D'accord. Ok, bah écoute, merci. Je pense que les gens qui vont se lancer dans tout ce qui est e-commerce, ça peut être intéressant. Et du coup, ouais, donc pour finir avec Fabien sur cette question qu'on avait sur comment démarrer seul, est-ce que tu partages du coup la même position que les autres intervenants? Comment est-ce que tu te positionnes? Oui, pour être bref, ouais, dans le sens où je pense déjà qu'il ne faut pas se forcer à trouver un associé parce qu'on a peur de se lancer tout seul ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas une bonne stratégie. Je pense que voilà, il y a des difficultés à se lancer seul. Il y a des moments de solitude. On est quand même à la tête du projet. Dès qu'on a un problème, on sent la faiblesse quand même de cette structure où il n'y a personne à côté ou un associé qui peut tenir la boutique si nous on a un problème. Mais d'un autre côté, je pense que c'est très bien documenté, il y a tellement d'histoires des gens qui n'ont pas une bonne affinité avec un associé et de régler et ça pose un gros problème pour la pérennité de la boîte. Hein. Et en fait, on croit qu'en allant avec quelqu'un, les choses vont aller mieux, mais en fait, ça peut devenir un problème encore plus grand que d'être allé tout seul. Juste pour vous dire que je pense qu'aujourd'hui, nous avons à disposition quand même des outils excellents pour accéder à du talent de manière flexible, rapidement, en gardant des coûts flexibles. Et c'est vraiment une grande opportunité. Le modèle un peu traditionnel où on se disait tiens, moi, il me faut une structure lourde, des coûts fixes assez importants pour avoir ma boîte tous les mois. Et donc, pour ça, il faut que j'ai quand même d'autres associés, de la solidité financière derrière. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je suis assez surpris. Moi, par exemple, au lieu d'avoir des associés de Pro Consulting, je fais des partnerships par projet. J'ai des associés pour des projets spécifiques. Je sous-traite certaines activités, certaines analyses financières, certaines choses. Francis, comme disait, la comptabilité, le conseil légal, le conseil pour certaines choses. Et pour l'instant, ça marche très bien. Bon, peut-être que j'ai pas une escalabilité gigantesque, j'ai pas la prétention non plus de grandir à une vitesse gigantesque, mais ça marche bien pour l'instant et je le fais sans associé. Après, c'est vrai que des moments de solitude où on a des doutes profonds et on n'a personne avec qui discuter de cela, c'est un problème aussi. Mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Oui, après, au fur et à mesure que l'entreprise se développe, au final, je pense qu'au bout d'un moment, tu n'as plus le choix, tu es obligé de déléguer. Au final.
C'est clair. En fait, alors, on a reçu… avec Fabien, on a suivi les deux modèles, nous. On a eu le côté où on était un peu comme Fabien, où on faisait appel quand on était dans notre agence à des freelances externes, etc. Et là, dans la deuxième partie, on a choisi d'aller vers des incubateurs. C'est aussi une manière de ne pas se retrouver seul, de se sentir accompagné, d'aller chercher des mentors. On a des mentors un peu dans chaque secteur, un dans l'impact, un dans la tech, etc. Ça peut être des bonnes solutions pour remplacer le fait d'être seul, en fait. Aujourd'hui, comme disait Fabien, il y a plein de mécanismes qui permettent d'être à l'aise. Parce que le plus dur, en fait, quand on est seul, ou même à deux, qu'importe, c'est de prendre du recul, en fait, sur l'activité. Et donc, le fait, par exemple, en étant seul, de se rapprocher de structures telles que des incubateurs, ça peut nous aider. Et Oui. vraiment, le mentorat, c'est un peu, pour moi, c'est l'élément clé, en fait, de tout ça. C'est l'élément magique d'avoir quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui a d'expérience sur… qui peut t'accompagner. Voilà, et qui nous fasse prendre du recul, qui nous fasse sortir la tête, en fait, du guidon, de l'opérationnel. C'est hyper important et ça aide beaucoup. D'accord. Très bien. Alors, on a reçu pas mal de questions. Alors, la première, c'est une question de Randriana Rivello-Venia, donc adressée à toi, Fabien. Elle dit qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre cabinet alors même que vous étiez dans une des Big Four et quel challenge avez-vous pu faire face? C'est très bonne question. Venia, oui, écoute, oui. Donc moi j'ai fait carrière dans une Big Four et j'en suis arrivé au stade où j'étais senior manager. Et donc la visibilité que j'avais pour l'avenir, c'était d'essayer de devenir associé. Et ça allait prendre peut-être, si ça marchait, entre 4 et 7 ans, quelque chose comme ça. Et il faut comprendre que mon quotidien devenait, pour résumer, un tiers de mon temps à faire de l'administratif, parce que plus on monte dans ce genre de structure, on fait des tâches administratives. Un tiers de mon temps à faire du lobby et de la politique interne et d'essayer de me positionner dans le cabinet pour être bien vu ou pour résoudre des problèmes ou même être en conflit avec les propres collaborateurs. Et un autre tiers de mon temps pour travailler avec des clients. Et donc, il y avait ces deux premiers tiers que moi, je n'aimais pas, le côté politique et le côté administratif. Le côté être avec le client, j'aimais bien. Donc, pour moi, c'était assez naturel de me dire, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer dans cette carrière où je vais passer, où je fais quand même les deux tiers des choses que je fais ne me plaisent pas énormément. Donc, la première motivation, c'est celle-là. Ensuite, faut comprendre que dans ces genres de structures, ça prend beaucoup de temps pour avoir vraiment le pouvoir de décision sur les choses intéressantes. La stratégie de l'entreprise, décider où vont les investissements, qui on recrute, combien on recrute, si on sacrifie du chiffre d'affaires ou de la rentabilité pendant quelques années pour se positionner sur tel marché. Pour moi, ça, c'était hyper intéressant. Et en fait, les structures des Big Four, comment elles sont faites, c'est que pour décider ce genre de choses, il ne faut pas juste être un associé, il faut être un des associés seniors de la boîte. Et ça, ce moment dans la carrière peut arriver quand si on est très bon, 45, 50 ans. Plus naturellement, si est-ce qu'on y arrive, plus de 50 ans. Donc, je me suis dit, est-ce que j'ai envie d'attendre 50 ans pour décider de la conduite, enfin de la route que devait prendre l'entreprise au final. Voilà, pour parier, pour aller dans tel et tel sens, avoir ce pouvoir de décision, je sentais que ça allait prendre beaucoup d'années et beaucoup d'efforts et pas mal de… Ouais, ça allait être long d'en arriver là. Et donc voilà, ça c'était… Ça rejoint un peu ce que vous disiez tous un peu depuis tout à l'heure, et on a une question à ce propos d'ailleurs qui dit qu'en fait il faut se lancer dès maintenant. En fait. C'est-à-dire que on aurait peut-être tendance à vouloir attendre, à se dire bon, d'ici quelques années on aura une situation qui va changer ou autre, mais quelle que soit la situation actuelle, l'idée c'est que si on veut le faire, il faut se lancer, quoi. Alors Gilles, je voudrais peut-être nuancer ce propos. Je rejoins parfaitement ce que Fabien vient de dire. J'étais dans la même situation que lui. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années pour la Banque de développement des États de l'Afrique centrale. Mais en fait, tous les emplois que j'ai eu à occuper, en fait, c'était rentrer dans ma stratégie à terme de me lancer.
de développer ma boîte. D'accord. Ces entreprises-là, ces différents passages m'ont permis d'apprendre. Mais comme disait Fabien, au niveau de la… Je me souviens qu'un jour, à la banque, on a eu un audit des ressources humaines. Et donc, il y a un consultant qui est venu me poser la question, il me dit « Qu'est-ce que vous voyez faire dans 5 ans ?» Je lui ai dit « Je me vois être président de la banque. » Et le monsieur, il sourit parce que le président de la banque, il est désigné par les chefs d'État. Donc, vous pouvez passer toute votre carrière là-bas, au sein de la banque, vous allez faire tous les services, mais vous ne serez jamais président parce que ce sont les chefs d'État d'Afrique centrale qui désignent le président de la CEMAC. Et pareil que Fabien, on est animé par un sentiment de liberté. Moi, j'adore ma liberté. J'adore pouvoir gérer mon temps plutôt que de passer des heures dans des réunions où tu n'en as strictement, vous me pardonnerez l'expression, mais rien à foutre. Faire de la politique, etc. Bref, c'était très peu pour moi. Et aujourd'hui, je suis aux commandes de mon navire. Nous avons une stratégie. Nous sommes une entreprise, donc avec ses règles aussi. Je pense que mes collaborateurs, peut-être qu'ils doivent penser la même chose que moi il y a un certain temps. Voilà. Mais on a cette liberté-là. On n'a pas, j'avais, et je pense que Fabien dira la même chose, j'avais un salaire confortable. Mais je ne quitte pas mon employeur parce que j'en ai marre. Pas du tout. Ça, c'est la pire des choses à faire. On ne quitte pas, c'est pas cette émotion-là qui doit justifier votre départ, mais c'est plutôt le désir de faire quelque chose par soi-même, le désir de s'exprimer mieux et qui doit justifier un départ. Au final, oui, c'est un sentiment profond, en fait. Bien sûr. Moi, je pense être entrepreneur. Je crois que je me prépare depuis que j'ai l'âge de 15 ans. Donc, et quand je me retourne, je vois que tous les choix que j'ai faits m'emmènent là où je suis aujourd'hui. Donc, c'est une longue préparation. Alors, j'ai vu une question ici où on demandait est-ce qu'il faut se lancer après les études ou pas? Il n'y a pas de réponse toute faite. En tout cas, dans mon cas, ça aurait été dangereux de le faire parce que notre métier, c'est un métier d'intuitu personné. Les gens ne vous choisissent pas parce que vous avez les plus beaux diplômes. Vos clients vous choisissent ou vous les choisissez parce qu'ils estiment que vous avez une crédibilité, une légitimité. Et ça se construit. Ça se construit. Et justement, ce qui me concerne, mes expériences professionnelles m'ont donné la légitimité de conseiller aujourd'hui des clients sur des projets d'infrastructure, par exemple. D'accord. Merci beaucoup, Loïc. Il y a juste Michel qui dit que ça fait très plaisir de voir des femmes entrepreneurs qui témoignent et en motiveront d'autres élèves, je l'espère. Merci Michel, on l'espère aussi. Et elle demande aussi, si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez de méthode et si oui, pourquoi? Pardon. Peut-être laisser la parole. Le micro, pardon. Après, ça fait peut-être un moment quand tu n'as pas entendu. Francisque? Ah oui, pardon. Si c'était à refaire, je pense que à l'époque, j'aurais accepté du financement extérieur. Ouais. D'accord. Et pourquoi? À l'époque, on n'a pas voulu être dilué et puis on voulait être maître à bord. Mais peut-être qu'on aurait grandi plus vite. On aurait moins, entre guillemets, moins galéré. Mais on n'était pas, on parlait d'alignement, on n'avait pas le même point de vue avec mon associé. On s'entendait très bien, mais pas sur ce thème-là. C'était à refaire, peut-être qu'on aurait entrepris la recherche de financement extérieur et donc on aurait accepté des gens au capital. D'accord. Mais après, l'un des problèmes aussi du financement extérieur, c'est au-delà même de convaincre la banque avec son business plan et autres, il faut aussi peut-être avoir un certain capital initial pour lui prouver qu'un capital initial à injecter dans l'entreprise. Alors, quand je parle de financement extérieur, je parle typiquement de ce que je fais aujourd'hui, c'est j'aurais accepté des financements de VC, en fait, de venture capitaliste. Et donc ça nécessite pas forcément d'avoir une grosse somme d'argent. Il faut pour ça avoir une boîte qui marche, une traction, un projet à l'international, une ambition. Enfin, faut démontrer un potentiel, mais il ne faut pas forcément, comme tu disais, du cash, quoi. Et je pense que si vraiment dans mon entreprise précédente, si c'était à refaire, on serait allé chercher du financement extérieur auprès de VC. D'accord. Okay. Noëlla, Katia, est-ce que vous referiez quelque chose autrement ou en fait finalement vous dites que le parcours que vous avez fait est totalement cohérent, non seulement avec vos valeurs, vos personnalités et en fait là où vous vouliez être
moi, personnellement, je pense que là, je me rejoins là-dessus. Non. En fait, je pense que notre parcours, il est là, sur le coup, il est bien. On a fait. Les choses sont. En fait, on a su s'adapter. Donc, on avait les prévisions, par exemple, rentrer à Station F, c'était pour nous une étape. On s'est fixé des étapes comme ça. On a une mission qu'on sait, une vision qu'on porte qui est assez loin. Et on s'est fixé des espèces d'étapes à chaque fois à atteindre. Jalon, en fait. Voilà, c'est ça. Et Station F, par exemple, c'était quelque chose qui était assez lointain, mais on y est rentré assez rapidement et ça nous a déclenché plein de choses derrière. Et pareil, quand on parle des VC, c'était quelque chose qu'on avait prévu pour un peu plus loin, mais finalement, on a réussi à avoir d'attraction plus rapidement, on a réussi à faire accepter le produit beaucoup plus facilement que prévu. Et en fait, le tout, c'est de savoir s'adapter, étant donné qu'on s'adapte et qu'on n'est pas forcément, c'est pas comme si c'était un chemin qu'on avait écrit et qu'on a envie de suivre. Donc, je pense qu'on fait correctement les choses. Et ouais, petit aparté, je reviens sur ce que Francisque a dit plus tôt, qui est très important, cette notion justement de test and learn. Et en fait, on a été tout le temps dans ça, tu vois. C'est écouter, voir ce que le marché nous renvoyait comme information et derrière s'adapter, itérer, changer des choses et avancer. Donc, pour l'instant, si tu tiens ce processus-là où tu te dis pas ce que j'ai lancé n'a pas marché, j'ai échoué, et tu dis plutôt, on peut dire que j'ai échoué, mais comment est-ce que je fais pour le rattraper? Qu'est-ce que j'en tire comme leçon? Et ça te permet d'avancer sur autre chose. Il n'y a pas besoin d'écrire un super long chemin. Forcément, tu mets une vision, tu mets quelque chose d'assez loin, tu te mets des étapes. Tu sais que rentrer à Station F, quand tu as un produit tech, quand vous êtes deux femmes noires dans l'impact, c'est facile de le voir et de le vendre. Mais deux femmes noires qui font de la tech, c'est un peu plus dur. Donc, avoir la crédibilité ou un Station F plus derrière, c'est un peu mieux. Donc, tu le mets sur ton programme. Mais si tu arrives à y rentrer avant, tant mieux. C'est juste se tenir à des étapes. Mais je pense qu'on fait bien les choses parce que je ne referai rien de différent. Rester agile. Voilà. D'accord. Fabien, toi, tu partirais plus tôt, en fait. Non, pas forcément. Je pense juste pour répondre très vite à cette question sur après, je passe à la question sur partir tôt après les études ou après quelques expériences. Moi, je pense qu'on apprend beaucoup quand même en entreprise. On apprend des choses, on apprend des codes, du savoir-faire, bref, qui est utile pour l'utiliser après quand on fait son propre projet entrepreneurial. Mais bon, pour répondre à la question de ce que je ferais différemment, je pense que moi, j'ai beaucoup traîné au début pour vous raconter très concrètement. Au début, je me disais, bon, je vais faire du conseil. Pour faire du conseil, il me faut un cabinet. Donc, il me faut un nom d'un cabinet. Pour ce nom de cabinet, il me faut un logo. Et il me faut une adresse mail avec le nom de ce cabinet. Et il me faut des cartes de visite pour aller voir des clients. Et bref, j'ai accumulé comme ça des petites choses que je me disais, il me faut ça avant d'aller voir des clients. Mais l'important, c'était d'aller voir des clients, en fait. Ouais. En fait, tu étais parti sur une structure plus conventionnelle, en fait. Un peu peut-être trop rigide. Peut-être une plus grande adaptabilité au final. Oui. Alors que ça m'a pris des mois pour me dire, ah tiens, peut-être que c'était pas la douleur n'était pas là en fait. Ma douleur maintenant, c'est que comme j'ai plus une adresse qui s'appelle KPMG ou je sais pas quoi, attirer le temps d'attention de chefs d'entreprise pour leur proposer mes services de conseil est très difficile en fait. Et j'aurais dû passer du temps à essayer de faire ça plutôt que tout le reste. Et donc je rejoins cette histoire de test and learn, cette histoire d'apprendre de ses erreurs, c'est se lancer. C'est peut-être à vouloir trop préparer le lancement de la boîte ou trop faire en backstage ou trop préparer. On perd, je pense, quelque chose qui est très important, c'est cette histoire de validation du marché, validation que les clients veulent ce que j'ai envie de leur proposer. Et ça on n'a pas besoin de grand chose pour le tester, quoi, pour mesurer, pour calibrer ensuite, itérer sur les retours que nous avons eus. Je pense que le conseil, enfin, ce que je ferai à nouveau, c'est d'aller te tracer directement là-dedans. Mais gagner beaucoup de temps. C'est très, très intéressant ce que tu dis. Et en fait, ça rejoint un des commentaires de Michel à l'instant. Ça peut être aussi peut-être lié au système scolaire, en fait, la façon dont on est calibré à l'école, dans le sens où si on veut avoir déjà, on supporte très mal l'échec, puisque voilà, les côtés scolaires nous apprend qu'il faut avoir de bonnes notes, donc il ne faut pas échouer. Et puis surtout, il faut avoir les choses très carrées avant de se lancer. Et en fait, la limite, elle est toujours un peu mince entre j'en fais trop ou j'en fais pas assez.
Oui, oui. Et puis je pense aussi les carrières traditionnelles dans les boîtes, dans certaines boîtes, c'est pareil, en fait, on hésite beaucoup à faire des choses parce que si ça se passe mal, ensuite ça pèse sur notre carrière. T'es le mec qui a essayé tel projet et a échoué. Et en boîte, c'est moins apprécié en fait d'avoir échoué, d'avoir gaspillé des ressources, le temps des gens. Donc je pense qu'il faut changer ce switch. Quand on est entrepreneur, on a cette belle liberté de pouvoir tracer, avancer. Si ça marche pas bien, bah écoute, tant pis, ça n'a pas bien marché, on revient en arrière, on refait. Bref, c'est génial. C'est vraiment c'est encourageant. C'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi de l'entrepreneuriat. D'accord. Et donc Loïc, toi, est-ce que tu changerais quelque chose ou... Non, pas du tout. Je referais exactement la même chose parce que je ne vais pas dire que j'ai fait telle ou telle erreur. Et même si tel est le cas, enfin, on en a fait des erreurs, mais au moins elles nous ont servi à quelque chose. Donc oui, c'était un passage obligatoire. D'avoir l'ivresse du pouvoir, et tout ça, là, oui, c'était nécessaire pour apprendre. Ça apprendre la sagesse, hein, c'est très important, surtout pas avoir la grosse tête, parce que ce n'est pas parce que, vous savez, moi j'habite au Congo, et au Congo, vous avez, je pense ceux qui connaissent l'Afrique doivent le savoir, il y a beaucoup de courtisans autour de vous. Alors, dès lors que vous êtes chef d'entreprise, je peux en attester, oui. Je vois. Alors, dès lors que vous avez le statut de chef d'entreprise, directeur général, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs chez nous qui entreprennent pour les mauvaises raisons, c'est pour avoir le titre, se faire appeler DG. Alors, vous allez voir des gens, ils dirigent un établissement et ils se font appeler directeur général. Ou alors, ils dirigent une SARL et ils se font appeler PDG. Donc, vous allez avoir beaucoup de gens autour de vous qui viendront vous courtiser, hein, vous souffler de belles paroles. Et la tentation est grande d'y succomber, de se prendre pour celui que l'on n'est pas. Alors que on est un hustler, on est sur une colline qu'on est en train de grimper, on n'est pas encore arrivé, on n'est pas Dangote, on n'est pas Elou-Melou. Donc, il ne faut pas avoir de honte parce que vous êtes chef d'entreprise de voyageant classe éco. Rien ne vous dit que parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre patron, que vous devez vous mettre automatiquement en business. C'est archi faux. Hein, donc, et qu'il faille changer de voiture parce qu'il faut plaire à X ou Y. Pas du tout. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans la même voiture. Il y a des gens qui me disent, oui, mais tu ne changes pas de voiture. Je dis, elle m'emmène d'un point A à un point B. Je ne suis pas en sueur quand je vais à mes rendez-vous. Donc, la clim marche très bien. Il n'y a pas de raison pour l'instant que je la change. Lorsqu'elle elle sera épuisée, on y pensera. Mais voilà, il faut... Tout ça pour dire qu'il faut savoir rester humble et concentré sur son projet, ne pas gaspiller ses ressources dans des futilités. Donc mettre son énergie là où il y a de la valeur, en fait. Ouais, il faut mettre son énergie là où il y a de la valeur et avoir le sens de l'effort. Le sens de l'effort, c'est surtout ça, le sens de l'effort. Ce n'est pas parce que vous êtes DG que vous êtes arrivé. Pas du tout. Je ne suis en rien comparable au directeur général de Total qui, lui, a toute une armée derrière lui et qui lui permet d'avoir le train de vie, entre guillemets, qu'il a. Donc, faut savoir être à sa place et justement se donner le temps de grandir. Et ces choses-là, à un moment, elles deviendront naturelles. D'accord. Voilà. C'était très beau ce que tu as dit, vraiment. C'est très enrichissant, vraiment. Alors, il nous reste 10 minutes. Moi, je voudrais juste demander, alors moi, la question que j'aurais, c'est si vous devez donner un mot pour décrire un entrepreneur, un mot qui doit être au cœur dans le mindset d'un entrepreneur et qui va lui permettre d'aller de son point A qu'il a défini ou dans lequel il est au point B, quel serait-il? Moi, je dirais audace. D'accord. Tout se résume à l'audace. Comme l'a dit Fabien, hein, je veux dire, souvent, on passe beaucoup de temps à se préparer, à vouloir faire son site internet, ses cartes de visite, ses process, etc. Tout ça, c'est une manière de temporiser, de perdre du temps. Mais à un moment, on juge un entrepreneur à sa capacité à faire preuve d'audace. Il faut sauter. À un moment, vous avez l'idée, vous tournez autour du pot, vous dites oui, il me faut aussi pour faire ça, il me faut un ordinateur, il me faut un bureau de 100 mètres carrés, il me faut ci, il faut ça. Bref, non, tout ce qui, pour moi, c'est faire preuve d'audace. Il faut sauter un moment. D'accord. Noëlla, Katia? Je dirais écoute. Okay. T'avais le même mot, c'est ça? Ouais. Ah bah voilà. Vous êtes une collaboratrice pour rien. C'est souvent comme ça.
En fait, il faut savoir écouter tant ses associés, tant ses mentors, tant ses collaborateurs, son équipe, tant ses clients. Il faut tout le temps écouter à 360. Ça ne veut pas dire que tu vas forcément appliquer tout ce qu'on dit et devenir un espèce de moulin à vent et changer à chaque fois de trajectoire, mais c'est super important d'écouter. C'est pareil, quand tu écoutes, c'est là où tu sauras à quel moment tu peux être audacieux, à quel moment tu dois être résilient, tu peux avoir… Voilà. Tu vois, donc l'écoute, pour moi, c'est la base. Un entrepreneur qui écoute, il a tout gagné. Il ne peut pas se couper. Donc, vu qu'elle m'a piqué mon mot, ok. je rajouterais agilité. Ouais. Agilité, ne pas être rigide. Tout à l'heure, tu disais d'un point A à un point B. Il peut y avoir un point C, un point D également. Donc, il faut savoir rebondir. On parlait tout à l'heure de la notion d'échec. Pour moi, un entrepreneur, l'échec, c'est une force, l'échec, en fait, finalement. Il n'y a pas d'échec, comme on dit très souvent là. On apprend forcément. Donc, être agile, rebondir et ne pas être borné. Il n'y a pas qu'une seule direction. Il peut y avoir plusieurs pistes. Voilà. Juste avant que tu coupes, Michel, si jamais tu as besoin qu'on intervienne devant tes élèves, ce sera avec plaisir. Oui, du coup, je le rappellerai tout à l'heure, mais après donc, cet atelier, il y a les salles qui sont à disposition donc, et l'espace lounge. Donc, les participants, vous pourrez aussi vous retrouver là-bas avec les intervenants pour en discuter. Okay. Francisque, quel mot tu utiliserais pour décrire l'entrepreneur? Audace, agile et je rajouterais résilience. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, c'est une course très, très longue. Il faut savoir tenir sur la durée. Et il faut savoir être résilient. C'est très important. Il faut jamais rien lâcher et il faut être là, il faut aller au charbon. Donc la résilience, je pense que c'est important. Exact. Et Fabien? Francisque a choisi le même mot que moi. Je ne peux plus réagir. J'avais choisi résilience. C'est le mot résilience. Et de mon côté, oui, je vous avoue que je ne sais pas exactement comment ça marche. Mais j'ai l'impression que la résilience, c'est cliché peut-être, mais ça paye. Je ne sais pas trop comment. Je pense qu'il y a un côté, j'ai réfléchi à ça. Je me suis dit, il y a peut-être un côté, les clients, quand ils voient que tu te lances, peut-être au début, ils hésitent à t'embaucher. Et quand 2 ans après, ils voient que tu es toujours là, ils se disent peut-être, tiens, lui, il continue à essayer. Donc, ça vaut peut-être le coup maintenant de travailler avec lui ou elle. Ou peut-être on apprend, peut-être qu'on apprend et on intègre, commercialement on devient meilleur, je ne sais pas, mais ça, c'est fou. Mais c'est juste la résilience. Il y a des choses, j'ai l'impression que je ne change pas et qui ne marchaient pas au début et que maintenant marchent. Donc, je peux l'attribuer qu'à la résilience, en fait. Ouais. Si tu permets, Gilles, juste un dernier commentaire. Oui. Parfois, mon père me dit, oui, mais toi, ton affaire là, on n'a pas l'impression que ça marche, on ne te voit pas rouler sur l'or, etc. Mais ça résume. Et moi, je lui dis, écoute, si un jour tu apprends que je fais maintenant des grasses matinées, que je me lève tous les jours à midi, là, pose-toi des questions. Ouais. Que je suis toujours au charbon tous les jours, ça veut donc dire qu'il ne faut pas s'inquiéter et je continue d'aller de l'avant. Et donc, tout ça pour dire que oui, effectivement, il faut faire preuve de résilience aussi et tenir bon. Je pense que les clients vous challenge sur le temps. Ils vous voient arriver au début, ils disent oui, bon, lui, il va faire un tour et puis il va disparaître. Mais quand ils vous voient après 5 ans, ils disent ça veut donc dire que son business tourne. Si son business tourne, ça veut donc dire qu'il y a des gens qui lui font confiance et donc on peut lui faire confiance. Ouais. Exactement. Ok. Alors, on a reçu une question on a 2 minutes, de Mylène qui demande, est-ce que vous aurez des livres ou des ressources à conseiller pour quelqu'un qui veut entreprendre? Bon, je ne vais pas parler du classique Père riche, Père pauvre, mais sinon, je crois que tout le monde connaît. Mais sinon, lire les biographies de ceux qui sont passés avant nous, c'est toujours instructif. Donc, moi, dans la finance, mon dernier livre là, que j'ai lu, c'est un livre sur l'excellence de Stephen Schwarzman, qui est le patron du fonds d'investissement Blackstone. Alors, dans ce livre-là, il vous explique que lui, avec son associé, ils ont commencé avec 400 000 $. Et aujourd'hui, c'est des dizaines de milliards de dollars qu'ils pèsent. Donc, voilà. Mais il y a une littérature. Je pourrais vous envoyer pour ceux qui s'intéressent, je pourrais envoyer le titre. Je pense en se retrouvant dans l'espace lounge, tout à fait. On discute. Voilà.
Ok. Mais juste, oui, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, à titre personnel, moi, je regarde en ce moment la biographie de Elon Musk. Parce que moi j'admire ce mec. Et même malgré qu'il fasse des trucs pas toujours très cool. Et c'est vrai que en fait, tous les mots que vous avez dit, audace, résilience et autres, clairement se dégagent de sa personnalité. Donc, je pense que c'est vraiment des trucs qui sont vraiment caractéristiques des entrepreneurs. Écoutez, je crois qu'on arrive au bout de notre intervention. Donc, on n'a plus de commentaires, on n'a plus de questions. En tout cas, voilà, moi, je tenais à vous remercier pour ce que vous avez partagé. Je pense que ça a intéressé beaucoup de monde. Et là, je parle à titre personnel parce que moi, j'ai un oncle qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat. Il était directeur chez Bouygues Télécom. Et ça fait 5 ans maintenant qu'il a tout laissé tomber parce qu'il voulait monter sa boîte. Donc, il est rentré au Bénin, il a ramené femme et enfants pour lancer son entreprise. Et aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué pour lui. Mais chaque fois que je lui en parle, il dit, mais il regrette pas du tout, quoi. Donc, alors, c'est très compliqué. Il dort quasiment pas ou presque peu. Et c'est fou que… En fait, je me rends compte que c'est un comportement purement intrinsèque et personnel. C'est quelque chose qui travaille, quoi. On ne peut pas faire autrement. C'est ça. On n'a pas le choix. Chez nous, on dit quand on te jette à l'eau, il faut nager. Donc, soit tu nages, soit tu coules. C'est ça. Donc, tu nages. Si tu ne dois pas nager, tu ne dormiras pas. Écoutez, merci beaucoup, les amis. Merci pour votre intervention. C'était très intéressant. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci. J'étais ravi de faire cet événement. Votre connaissance à tous. Oui. Donc, également. Pareil. We keep in touch. Oui. Moi, ici, il est 6h16. Je dois commencer ma journée. Ok. Ouais. Bon courage à tous. Bon courage à vous. À bientôt. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.